Raphaël Yerushalmi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous Bonjour. m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, vous êtes écrivain, ancien officier du renseignement militaire israélien. Raphaël Yerushalmi, on souhaitait ce matin avoir vos précisions sur ce qui s'est passé vendredi à Téhéran. L'élimination de Mohsen Fakhrizadeh, tué de plusieurs balles alors qu'il était à bord d'un véhicule. Aujourd'hui, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas accusent Israël d'être derrière cette attaque. De son côté, Israël ne confirme ni n'infirme cette information. Est-ce que vous y voyez, vous, de manière incontestable, la marque, l'empreinte d'Israël? Pas de manière incontestable, mais en gros, je pense que il est tout à fait plausible que ce soit Israël. D'abord parce que ça sert les intérêts israéliens, parce que la cible était la cible numéro 1 sur la liste noire du Mossad, bien qu'il était également sur la liste noire d'autres services de renseignement, et pas seulement américains, mais aussi même MI6, etc. Donc, c'est plus sur le mode opératoire, sur la façon dont il existe un réseau de complicité locale qui a permis cette opération, une opération extrêmement sophistiquée, extrêmement compliquée à mener, qui demande de longues semaines de préparation. Et là, effectivement, on reconnaîtra peut-être l'avantage qu'ont les Israéliens dans l'exploitation de la complicité locale au sein même de la population iranienne. Raphaël Yerushalmi, le ministre des implantations israéliennes, Tzachi Hanegbi, a par ailleurs indiqué que cette attaque avait réellement embarrassé les Iraniens. On sait donc que Fakhrizadeh était un des cerveaux présumés du programme d'armes nucléaires. Est-ce qu'il représentait réellement une menace pour l'État d'Israël? Qui était-il exactement? Alors absolument, parce que d'abord, lui-même en tant que personnage était extrêmement dangereux dans ce cocktail explosif du génie scientifique mélangé au fanatisme religieux. Il avait, c'était véritablement un grand de la science. Malheureusement, c'était aussi un membre des gardes de la Révolution et un fanatique islamique. Ouais. Donc, il était dangereux en tant que personnage, mais surtout, il était dangereux un petit peu de la même manière que le général Soleimani était dangereux comme chef des gardes de la Révolution, parce qu'en plus de ses atouts intellectuels et de son génie, il avait un charisme fou, il avait un génie de la coordination. Et aujourd'hui, le programme nucléaire iranien est un orchestre sans chef d'orchestre. Il va pas s'arrêter, mais il va pas réussir à jouer normalement la partition. Aujourd'hui, les responsables iraniens, en tout cas, évoquent une possible riposte. Certains médias ont notamment parlé de la destruction du port de Haïfa en Israël. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'une attaque d'ampleur est envisageable? Alors, normalement, logiquement, rationnellement, non, car les Iraniens n'ont pas la possibilité militaire d'affronter ni les Américains ni les Israéliens. Mais d'un autre côté, il y a des divergences au sein même du gouvernement des ayatollahs. Certains disent ne faisons rien, attendons l'arrivée de Joe Biden à Washington, et d'autres disent au contraire, agissons maintenant avant que Joe Biden arrive. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de choses, mais on voit que sur le plan des proxys, par exemple le Hezbollah, on constate une frilosité. Nasrallah est dans son bunker, il n'a pas envie de commencer. Et d'ailleurs, Nasrallah, c'est le prochain sur la liste. Ouais. Je pense que, j'espère, peut-être ici 2-3 semaines ou un mois ou deux, nous allons parler de l'élimination de Nasrallah. Et pourquoi le port de Haïfa exactement? Pourquoi pas Tel Aviv? Pourquoi pas Jérusalem? Le port de Haïfa, c'est un symbole par rapport à une attaque venant du nord, et parce que le port de Haïfa est l'équivalent, si vous voulez, de Natanz ou des endroits de sites nucléaires, parce qu'il y a à Haïfa des usines de produits chimiques, et donc s'ils arrivaient effectivement à jeter un missile sur une usine de produits chimiques, eh bien il y aurait des dégâts humains énormes du fait de l'explosion effectivement des silos de produits chimiques. Et puis c'est aussi symbolique, donc comme je l'ai dit par rapport au nucléaire, c'est aussi symbolique parce que c'est la première grande ville lorsqu'on attaque du nord, alors que pour les gens du Hamas en général, le symbole c'est Tel Aviv, c'est la première grande ville lorsqu'on attaque du sud. Vous parliez de Joe Biden à l'instant. Justement, cet événement intervient quand même moins de 2 mois avant l'investiture du président démocrate à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, on sait que la nouvelle administration Biden souhaite renouer le dialogue avec l'Iran, avec l'accord de Vienne signé en 2015. On a récemment dit que Donald Trump aurait peut-être justement une dernière carte à jouer avant son départ en bombardant les installations nucléaires iraniennes. Est-ce que c'est quelque chose de plausible selon vous? Il en a exprimé le souhait, il en a été plus ou moins découragé par ses conseillers de défense et par le Pentagone,
Mais bon, Donald Trump, c'est Donald Trump, il est imprévisible. Il se pourrait qu'il agisse d'un autre côté. Ce grand coup qu'ont donné les Israéliens va peut-être justement éviter la nécessité d'une confrontation militaire, puisque grâce aux Israéliens, grâce à une élimination civile d'un seul homme, nous n'avons peut-être plus besoin d'une opération militaire de grande envergure. Je précise que les analystes intelligents, entre guillemets, qui prétendent que les Israéliens se sont précipités pour doubler Joe Biden en commettant cet acte se trompent. Les Israéliens ont rendu le plus grand service possible à Joe Biden, car en affaiblissant les Iraniens, en affaiblissant le programme nucléaire iranien, ils vont obliger les Iraniens à se montrer beaucoup plus flexibles lorsque Joe Biden arrivera au pouvoir et voudra renouer avec l'accord nucléaire. Justement, comment envisager la suite maintenant avec cette nouvelle administration américaine? Est-ce que vous craignez l'arrivée de Joe Biden sur la scène internationale sur ces questions iraniennes? Bien, disons-nous que nous avons pas très bon souvenir de Joe Biden comme adjoint d'un autre président, le président Obama, qui s'était distingué par un manque de compréhension totale de ce qui se passe au Proche-Orient, qui avait, par exemple, décidé de ne pas du tout intervenir en Syrie, alors que c'était le moment, tout au début, on aurait pu éviter un immense drame humain en Syrie si les Américains, à l'époque, François Hollande et les Anglais étaient d'accord pour y aller aussi et mettre fin tout au début au problème syrien. Obama, qui n'a pas laissé à la CIA et au FBI le droit de démonter la filière de l'argent noir du Hezbollah. Donc, on commence, si vous voulez, avec un goût amer dans la gorge, en espérant qu'ils seront agréablement surpris, car Joe Biden n'est pas anti-israélien. Je dirais même qu'il est pro-israélien et que sa vice-présidente l'est aussi. Ils sont juste un petit peu influencés par une attitude de bon ton à Washington qui n'est pas toujours très plaisante pour Israël et qui est un peu trop coulante, dirais-je, entre guillemets, par rapport à d'autres pays arabes, des dictatures ou même les Palestiniens. Merci Raphaël Yerushalmi pour toutes ces précisions sur donc cette élimination ciblée. Merci, on vous retrouve très bientôt sur Radio J.